La France a peur, chaque mère, chaque père, a la gorge nouée quand il pense à ce qui s'est passé à Troyes. On pense au désarroi et à l'immense chagrin de cette famille qui est totalement désespérée. J'aurais été sûrement la dernière personne à l'avoir vu vivant. Bon, maintenant tu vas avouer où est le gamin, parce que sinon je te mets une balle dans la tête. Je pensais quand même qu'il l'avait peut-être enlevé. Mais pensez-vous, c'était pire que ça, hein. Jamais un meurtrier n'avait été aussi haï en France. C'est devenu un homme qu'il faut abattre absolument. Moi j'estime que la condamnation à mort est la juste punition de ce qu'il a fait. Au nom du peuple français, vous allez tuer un individu. Le 30 janvier 1976, ce vendredi-là, les journaux annonçaient un week-end neigeux. Et ils annonçaient également des températures assez froides, ils annonçaient même moins 12 degrés. L'ambiance était plutôt bonne pour les enfants, puisque le vendredi annonce le week-end. Moi, je suis un enfant de 6-7 ans, originaire de Troyes, qui étudie à l'école Saint-Pierre. Ce 30 janvier midi, comme tous les jours, moi je rentrais chez moi manger. Bien souvent, on se regroupe entre camarades. Et là, j'étais avec Philippe. Nous sommes à l'école ensemble. C'est quelqu'un de vif, le caractère bien trempé et dynamique. Un bon camarade, quoi. Philippe sort avec son copain Dominique Ménien dans la rue pour rejoindre le bout de l'avenue Pierre Brossolette. Il allait chercher son petit frère. Donc je l'accompagne jusqu'à devant l'école de la Visitation, puisque c'est mon chemin. Et puis après, je le quitte et je remonte jusqu'à chez mes parents, qui habitent 200 mètres plus loin. Et tous les jours, le même rituel. Philippe avait comme mission d'aller chercher Christophe, son petit frère, à l'école pour rejoindre la fleuriste Madame Robin, la boutique qui se trouve à 50 mètres de l'école de la Visitation. Et là, les enfants attendaient leur père, Gérald Bertrand, qui les amenait à la maison chaque midi pour aller manger. Et ce jour-là, le vendredi 30 janvier, Gérald Bertrand arrive, il klaxonne. Les enfants ne sortent pas. Il rentre dans la boutique. Il demande à Madame Robin, « Mais où sont les enfants ? » « Je ne sais pas, je ne les ai pas vus. » Donc Gérald Bertrand commence à paniquer. Il va à l'école de la Visitation. Il récupère Christophe. Toujours pas de Philippe. Il va à l'école Saint-Pierre. Personne. Donc il décide de rentrer chez lui, à Pont-Sainte-Marie, avec Christophe. Donc il rentre très très vite. Il arrive à la maison, il voit sa femme bouleversée qui lui annonce « On vient de me téléphoner, on demande 1 million de francs, on a enlevé Philippe. »
Vous imaginez un peu l'état psychologique des parents à ce moment-là. Ils se disent c'est pas possible, c'est impossible que ça nous arrive à nous. Bon, c'est vrai qu'un gosse qui est enlevé contre une demande de rançon, c'était la mode, les demandes de rançon. D'ailleurs, on peut parler même de Christophe Mérieux, en décembre 1975, qui a été enlevé par le gang des Lyonnais. Je connais bien justement l'affaire Mérieux pour l'avoir traité avec le SRPJ de Lyon. C'était une autre envergure. Et d'ailleurs, il y avait une pression énorme justement sur les services de police, compte tenu du nom de l'enfant qui avait été enlevé. Donc le gang des Lyonnais a vraiment ciblé une famille très riche, sachant qu'ils paieraient la rançon. Et effectivement, ils ont payé la rançon. Et l'enfant a été libéré. Tout s'est bien terminé. Mais là, c'était une famille qui était aisée, certes, à 3, mais pas pour autant qu'une demande de rançon allait de soi. Hein. Philippe Bertrand est le fils de Gérald Bertrand, agent d'assurance, et de Marie-Françoise Bertrand, qui travaille essentiellement à la maison. Des gens tout à fait simples. La famille Bertrand était une famille aisée, notamment par le grand-père. Donc le Gérald et Marie-Françoise demandent au grand-père de pouvoir réunir la somme d'1 million de francs au plus vite. Le ravisseur a signifié qu'il rappellera dans la soirée, à 18h précise. Et donc le grand-père a fait en sorte, joint la Banque de France, pour rassembler les 1 million de francs. Vu la somme importante, il est évident que les policiers ont été prévenus. Donc là intervient le SRPJ de Reims. À ce moment-là, il n'y a pas grand-chose. On met donc une écoute sur le téléphone de la famille, point final. On est suspendu au message suivant du ravisseur. À 18h05, le téléphone sonne. Et c'est Gérald Bertrand qui décroche. La consigne primordiale, c'est de faire durer l'appel, puisque plus l'appel est long, on a vu ça dans tous les films policiers, plus évidemment on arrive à repérer rapidement l'endroit d'où il est émis. Pendant ce temps, Gérald Bertrand continue à parler au ravisseur. Le ravisseur lui dit « Nous avons votre fils, il est très bien, il est en bonne santé, mais méfiez-vous, si vous ne donnez pas la rançon, il risque d'arriver quelque chose de grave. » À ce moment-là, l'appel est localisé dans un petit quartier de Troyes qui s'appelle Bréviande. Toutes les voitures de police convergent vers ce lieu. Ils entourent la cabine téléphonique. Ils sont en place. Ils voient le ravisseur dans la cabine téléphonique. Ils ont pour consigne d'attendre. Le but, c'était de suivre le ravisseur pour qu'il puisse mener la police jusqu'au lieu où se trouve Philippe. Pendant qu'ils étaient en train d'observer cette cabine téléphonique, il y a une voiture de gendarmerie qui arrive toute sirène hurlante et qui va vers cette cabine téléphonique. Il y a une mauvaise coordination entre police et gendarmerie, comme il arrivait souvent à l'époque. Et c'est là où les gendarmes ont reçu l'ordre d'intervention. Et le ravisseur détale, se met à courir et part. Il s'enfuit et il disparaît. Il ne le retrouve pas. Un échec total. L'histoire de la cabine est un fiasco. La famille est complètement abasourdie et choquée. Dans la famille Bertrand, ça a été tellement brutal, ça, et puis ça a été tellement... On se demande toujours si on va rester debout, si on va tomber, si... Il se passe une drôle de chose dans notre corps, il n'y a pas de doute. Hein. Bien sûr, il garde toujours un espoir. Il y a toujours un espoir de retrouver Philippe vivant,
c'est certain. Avec l'Office central pour la répression du banditisme. J'arrive quelques minutes après, on va dire ça, l'incident, de l'intervention des gendarmes. Je rentre dans la salle de briefing de la préfecture, le préfet est là, tout le monde était consterné et la machine à ce moment-là s'est mise en route. L'ensemble des autorités qui étaient là, gendarmerie comme police judiciaire, se sont rassemblées pour trouver le plus rapidement possible qui pouvait être l'auteur. Sur le ravisseur lui-même, il y a une chose qui interpelle tout le monde. La longueur de la conversation nous amène d'emblée à penser qu'il s'agit d'un novice. Jamais un délinquant, même débutant, ne serait resté 20 minutes au téléphone. Donc si c'est novice, c'est quelqu'un qui connaît la famille, on n'a pas enlevé ce gosse au hasard. Le temps passe, aucune nouvelle des ravisseurs, ni par lettre, ni par téléphone. Donc, la police décide de diffuser au niveau média l'enlèvement de Philippe. En 1976, je suis journaliste aux informations générales de TF1. Je débute un peu dans ce métier et comme tous les débutants, je couvre effectivement les gros faits divers. C'est Jean-Claude Bourré, qui était présentateur du journal de 13h du week-end de TF1 à ce moment-là, qui avait reçu un coup de fil de la préfecture de police lui signalant qu'il y avait un enlèvement à Troyes et lui disant écoutez, on va vous envoyer un portrait robot de celui qui semble être le ravisseur parce que on est très inquiet en ce qui concerne justement ce petit garçon de 8 ans qui vient d'être enlevé. Donc la photo de Philippe a été diffusée dans tous les journaux du département de l'Aube, l'Est Éclair, Libération Champagne, l'Union, et également au niveau national. On est envoyé à Troyes et effectivement, comme dans tous les enlèvements, c'est une grande planque qui commence. C'est-à-dire qu'on commence à s'installer devant le domicile des parents. Les policiers ont déjà fait un cordon tout autour de la maison. Il y a une effervescence. Et là, les Troyens apprennent que chez eux, un petit enfant a été enlevé. Donc c'est le choc, évidemment. Depuis vendredi de la semaine dernière, on est sans nouvelles du petit Philippe Bertrand. J'apprends la disparition, l'enlèvement de Philippe, je pense le soir avec mes parents. On était devant la télévision. Ce 30 janvier midi, je l'ai quitté. Avant qu'il rentre dans l'école, parce que logiquement, il doit aller chercher son petit frère. Quel rôle j'aurais pu jouer si j'étais resté un petit peu plus longtemps avec lui, discuter, peut-être que en 30 secondes, 1 minute à rester avec lui aurait pu changer le cours de l'histoire. Il y avait une psychose du rapt. Et donc les enfants qui étaient habitués à rester tard le soir dehors rentraient bien avant la nuit à la maison ou dans leur appartement. Mes parents disaient de rester à la maison, on sortait pas, en plus c'était l'hiver. Les parents surveillaient beaucoup plus leurs enfants, c'est certain. On n'a aucune piste, on ne sait pas où on va. Pour être très franc, on n'a pas de stratégie. On continue à avoir une liste de 30 ou 40 noms sur lesquels on fait des recherches. On fait des choses très classiques et très banales et on attend un message du ravisseur. Le temps passe,
aucune nouvelle des ravisseurs. Donc les parents décident de convoquer un journaliste à la maison et de lancer un appel ensemble, Gérald et Marie-Françoise, un appel aux ravisseurs. D'abord, on est très émus lorsque les parents acceptent de nous parler, nous reçoivent dans leur salon. Alors évidemment, on est content que ce soit notre chaîne qui a été choisie pour lancer cet appel, mais en même temps, on ne pense pas tellement à un scoop, on pense surtout au côté humain de la chose, et on pense surtout au désarroi et à l'immense chagrin de cette famille qui est totalement désespérée de ne pas avoir de nouvelles de son enfant. Jean-Pierre Abou a rencontré les parents de Philippe. C'est, vous allez le voir, un document difficile à soutenir. Où en est-on en fait? On n'a aucun élément. Ils pensent tous à ce moment-là que le ravisseur a dû être très très inquiet par l'estafette de la gendarmerie qui arrivait toute sirène hurlante. Et que donc c'est depuis ce moment-là que le contact a été rompu. Si on veut que le contact reprenne, il faut peut-être trouver une tierce personne qui le rassure. Et que cette solution-là, quoi, que c'est une personne neutre, un prêtre par exemple, un notaire, un avocat, quelqu'un qui est lié par le secret professionnel et tout, et qu'ils choisissent eux. Vous imaginez les parents à l'époque qui voient ça à la télé, mais les gens sont totalement bouleversés, choqués, et espèrent que tout finira bien sûr. Le 10 février 1976, nous sommes toujours en planque devant la maison des parents de Philippe Bertrand et on apprend que le ravisseur s'est manifesté. L'abbé Cuny, qui est l'abbé de Pont-Sainte-Marie, va trouver dans sa boîte aux lettres une lettre. Et dans cette lettre, il est écrit « Amenez cette enveloppe aux parents, Bertrand, au plus vite ». On se précipite chez le curé nous confirme qu'effectivement, dans sa boîte aux lettres, il a reçu un gant appartenant au petit Philippe Bertrand. La famille a identifié ce gant comme étant celui appartenant à son enfant. Les ravisseurs demandent encore une rançon d'1 million de francs. Ils vont rassembler l'argent et ils vont suivre les directives des ravisseurs. Le soir même, le papa de Philippe prend la route. Des inspecteurs, des commissaires, des policiers le suivent de loin, tout feu éteint. Gérald Bertrand arrive au panneau de Pinet. Il descend de voiture et au pied du panneau, il trouve une chaussure de Philippe et une lettre qui lui indique d'aller au Ménilot, qui se trouve environ à 20 km de Pinet, où se trouve un tel restaurant La Mangeoire. Il demande aux parents de déposer la rançon dans un manteau sur un piquet sur le parking de La Mangeoire et de s'en aller. Naturellement, nous on planque et on attend que quelqu'un vienne. Et personne ne vient. Donc le commissaire Yves Bertrand et ses adjoints décident d'investir l'hôtel-restaurant. Ils disent au propriétaire, est-ce que quelqu'un est venu ce soir, quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir Et la patronne du bar dit au commissaire Bertrand, mais justement, il y a eu un bonhomme un peu bizarre qui a pris une boisson qui est ressortie. Et d'ailleurs, il passe là devant, et à ce moment-là, Bertrand se précipite avec des gens de l'OCRB et de la PJ. Le commissaire Bertrand prend sa voiture, il fait nuit, il n'y a aucun éclairage, et donc ils se mettent à poursuivre la voiture. Malheureusement, le suspect arrive à les semer. Mais ils ont le temps de relever son immatriculation. Et il s'avère que c'est un certain Patrick Henry. Le lendemain de la remise de la rançon, le mercredi 11,
À 6h du matin, les policiers interpellent Patrick Henry chez lui, rue de la République. Patrick Henry est un Troyen, né le 31 mars 1953, donc il a 22 ans. Il n'a pas l'air d'un gangster, c'est un jeune homme comme tout le monde, même si il porte bien le costume et qu'il aime montrer. Patrick Henry est quelqu'un que l'on connaît, que tous les journalistes connaissent, parce que Patrick Henry s'est toujours présenté à nous comme étant un ami de la famille, comme étant très proche du petit Philippe Bertrand. Il était désespéré, désolé de la disparition de ce gamin. Il nous expliquait à quel point il aimait ce gamin, il jouait avec lui. Une fois que la personne, en l'occurrence Patrick Henry, est interpellée, la technique policière prend tout son sens. D'une part, il y a l'équipe qui se charge de sa vie, de son passé, qui il est, où il est né, qui sont ses parents. Il y a d'autres équipes qui fouillent ses rapports éventuels avec la famille, c'est là où on s'aperçoit qu'il les a connus, qu'il connaissait l'enfant. Quand on a fait son casier judiciaire, on s'est évidemment aperçu qu'il avait été condamné pour des délits financiers, qui traduisait bien son appétence pour l'argent. Il a déjà eu affaire à la justice pour faux en écriture, pour cambriolage, incendie. Il a toujours pu échapper à la prison et la police s'aperçoit qu'il avait beaucoup de dettes à ce moment-là, au moment de l'enlèvement. Il est en garde à vue, il ne nie complètement ce qui lui est reproché. Il avait le profil qui correspondait au ravisseur et donc tout ça pouvait justifier une mise en détention provisoire. Sauf qu'on ne sait pas où est l'enfant, on ne sait pas où il est détenu. Mon fils, à l'époque, avait 8 ans, c'est-à-dire l'âge du petit Philippe Bertrand, et qu'effectivement, il y avait une émotivité incontestable. Si jamais on le garde et que l'enfant est seul quelque part et qu'il meurt faute de soins, on ne se le pardonnera jamais. Donc, je me suis dit qu'il fallait quand même faire une dernière tentative pour le faire parler. Je suis donc allé le chercher en garde à vue. Il va prendre Patrick Henry, il va le mettre à l'arrière de la voiture. La voiture arrive dans une petite route, dans un sous-bois. Charles Pellegrini et ses adjoints sortent Patrick Henry assez prestement de la voiture. Et Charles Pellegrini lui dit « Bon, maintenant tu vas avouer où est le gamin, parce que sinon je te mets une balle dans la tête. » Charles Pellegrini dit « Je vais compter jusqu'à 3. » Il compte jusqu'à 3 et il tire. Là, il tire évidemment à côté de la tête de Patrick Henry. Je me rappellerai toujours quand je lui ai dit « Mais je peux te tuer, tu sais ». Il m'a dit « Tuez-moi si vous voulez, vous allez tuer un innocent ». Et là, mes certitudes ont été un peu ébranlées. Et quand je tirais encore 2 ou 3 coups de feu en l'air, il m'a regardé avec un sourire ironique, mais vraiment en me disant, je sentais qu'il pensait, pauvre type, si tu crois m'avoir comme ça. Honnêtement, quand j'ai ramené Patrick Henry à sa garde à vue, je n'avais aucun doute sur sa culpabilité, mais je me suis dit, je ne suis pas sûr qu'on arrive à la voir et qu'on arrive à retrouver l'enfant. Patrick Henry ne dit rien. Donc au bout de 48 heures, la juge d'instruction, Madame Girard, décide de relâcher Patrick Henry. Les jours suivants, Patrick Henry va fanfaronner devant les journalistes. Et les journalistes, évidemment, lui demandent des interviews à foison.
C'est lui qui cherchait le contact avec la presse. Il aimait beaucoup les journalistes, il discutait avec nous, il nous parlait de la famille, il nous parlait de Philippe Bertrand. Enfin, c'est quelqu'un qui était très proche des journalistes, à tel point que personne ne supposait qu'il puisse être coupable de quoi que ce soit. S'il y a bien quelqu'un qui était innocent, c'était bien Patrick Henry. Il avait une boutique d'outillage avec son frère au centre de Troyes. J'ai été l'interviewer dans cette boutique. La dernière fois que j'ai vu Philippe, ça remonte à environ 4 ans, au cours d'un repas dans un restaurant. Mais il vous aurait vu maintenant, par exemple, est-ce qu'il vous aurait suivi? 4 ans plus tard, ça m'étonnerait quand même qu'il ait pu me reconnaître. Ça me paraît quand même assez difficile. Il y a eu des coïncidences qui ont fait que, d'ailleurs, c'est pourquoi la police s'est adressée à moi. C'est les coïncidences. Et il m'a dit qu'il avait entendu l'appel de la mère, qu'il avait été très ému par l'appel de la mère, qu'il espérait que le petit Philippe Bertrand serait relâché, etc. Et lui-même pensait qu'effectivement, s'il était arrivé malheur à ce pauvre Philippe Bertrand, le responsable de cela devait être condamné à mort, pratiquement, que c'était vraiment une ordure et qu'il fallait qu'il ait le châtiment suprême. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. Une fois Patrick Henry libéré, il était évident qu'on n'allait plus le laisser dans la nature, et donc il a été suivi en permanence par des équipes de l'OCRB et du SRPJ de Reims. Ça a été des filatures assez faciles, parce qu'il n'a jamais pensé une seconde qu'on allait persévérer. Je pense qu'il s'est auto-convaincu que tout le monde allait le prendre pour un innocent. Les jours passent jusqu'à un coup de téléphone providentiel ce mardi 17 février. Après l'affaire au restaurant La Mangeoire, le portrait de Patrick Henry avait quand même circulé et on demandait aux gens s'ils le voyaient, s'ils le connaissaient. Et quelqu'un a appelé les policiers en disant « Ce gars-là, on l'a vu en train de gratter le pare-brise de sa voiture près d'un restaurant qui s'appelait Les Charmilles, un peu à l'extérieur de Troyes, etc. » Les policiers se rendent donc avec le portrait en question de Patrick Henry. Et arrivé au restaurant des Charmilles, le patron leur offre un verre et eux sortent le portrait et disent « Au fait, vous le connaissez pas ce gars-là » Oui, je le connais, je lui ai loué une chambre le 23 janvier dernier et il me dit qu'il s'appelle Henri van der Merch. Ah bon? Donc il est possible de le voir? Ah bah oui, je crois même qu'il est là puisque j'ai entendu du bruit, il doit être chez lui. Les policiers se précipitent pour aller dans sa chambre, mais ils s'aperçoivent à ce moment-là que Patrick Henry a ouvert la fenêtre et a sauté pour échapper justement à la police. Il lui court après. Et à ce moment-là, l'inspecteur lui crie « Arrête-toi ou je tire !» Et donc il tire en l'air et là, Patrick Henry se fige et il se met à genoux et donc il arrête Patrick Henry. Il lui met les menottes et il le remonte dans la chambre. Et là, quand ils étaient dans la chambre, Patrick Henry leur a dit « Ne cherchez pas, il est sous le lit ». Et sous le lit, ils ont découvert un tapis. Et à l'intérieur de ce tapis, Patrick Henry avait mis le corps du petit Philippe Bertrand qu'il avait assassiné. Vous imaginez le choc des policiers en découvrant le cadavre de Philippe sous le lit. Et le commissaire Bertrand a eu la lourde tâche à l'époque d'aller annoncer aux parents qu'ils avaient retrouvé leur enfant mort. On était écœurés, plus que choqués. On était écœurés. Oui. De voir la bêtise encore, la bêtise qui... Moi, j'espérais quand même que le gosse, on le retrouverait pas en dessous le lit. Ah non, je
pensais quand même qu'il l'avait peut-être enlevé, mais il l'avait peut-être mis quelque part en lieu sûr. Mais pensez-vous, c'était pire que ça, hein. Quand on se met à penser à ça, on se demande si on rêve. C'est impensable que ce gamin-là, il aurait maintenant 50 ans. Ah oui. Des monceaux de fleurs roses et blanches, symbole de pureté et d'innocence. Des fleurs et le chagrin de toute une communauté venue dire un dernier adieu à l'un de ses enfants. Ce jour-là, c'est les obsèques de Philippe et tous les magasins du centre-ville ont baissé le rideau. 3 portent le deuil de la famille Bertrand et je dirais même la France entière. Et c'est une émotion intense de toute une population. La famille Bertrand a décidé de rester seule dans leur deuil, de ne pas en parler. D'ailleurs, l'enterrement se fera en toute intimité au cimetière de Pont-Sainte-Marie. Les journalistes ne sont pas invités. Il n'y aura que la famille proche. Je ne suis pas restée jusqu'à la fin, moi. Ah non. Ah non, non. Oh, bah ça, moi, je peux pas l'oublier, hein, ce gamin-là. Non, c'est pas possible. Je le vois toujours comme il était étant à cet âge-là, hein. Sa bouille ronde, ses yeux clairs et la joie de vivre. Le jour des obsèques de Philippe, je n'y ai pas assisté. Je pense que ça a été dur pour beaucoup de personnes, naturellement. Les époux Bertrand se sont jurés ce jour-là, devant le cercueil de Philippe, de ne plus jamais parler de cette affaire à qui que ce soit. Ils font vœu de silence. Depuis 40 ans, le papa des Philippe étant décédé en octobre 2012. La France a peur, chaque mère, chaque père a la gorge nouée quand il pense à ce qui s'est passé à Troyes, quand il pense à cet assassin de 23 ans, une relation des parents du petit Philippe, un petit commerçant bien mis, qui a fait croire jusqu'au bout aux parents que l'enfant était vivant. Le jour de l'enterrement de Philippe, Patrick Henry décide le soir même de mettre sur papier ses aveux. Il explique qu'au début, il n'avait pas l'intention de tuer l'enfant. Bien sûr qu'il ne va pas dire qu'il avait l'intention de le tuer, d'autant quand même qu'à l'époque, la peine de mort était toujours en vigueur. Et donc, il a expliqué qu'il voulait juste prendre l'argent et rendre l'enfant. Donc il dit qu'il a enlevé l'enfant, qu'il a joué avec lui aux cartes. Et puis que le lendemain, Patrick Henry était parti en ville se promener, et il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de policiers dans les environs. Il est rentré et Philippe était en train de regarder la télévision. Son rare semble piétiner. Ils ont passé une image de Philippe à la télévision et c'est là que l'enfant a commencé à pleurer, il voulait voir ses parents. Patrick Henry, selon ses aveux, a pris peur et il est passé derrière l'enfant et a pris un foulard et l'a étranglé. Ça ne correspond pas du tout à tout son comportement depuis le début. Et à l'autopsie de l'enfant, il avait des traces de barbiturique dans l'estomac. C'est donc qu'il avait prévu bien avant de le droguer, à la fois pour qu'il se tienne calme, et puis après, on ne sait pas, on ne le saura jamais. Après le meurtre de l'enfant, Patrick Henry a dit aux policiers qu'il était parti avec des amis en Suisse, en vacances, faire du ski. Alors que l'enfant était sous le lit. Ils sont partis une semaine. Ce qui prouve à l'évidence qu'il avait tué l'enfant depuis longtemps, parce qu'il savait que l'enfant le reconnaîtrait. Il ne pouvait pas ne pas tuer l'enfant. Moi, j'ai toujours eu cette conviction et je l'ai encore aujourd'hui. Il devient pour tous les Français l'ennemi public numéro 1, à qui il faut le plus rapidement possible enlever la tête. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois.
parce qu'on voit bien qu'il débouche sur des envies folles de justice expéditive, de vengeance immédiate et directe. Patrick Henry a tué mon camarade, voilà. Et c'est morbide, quoi. Il méritait la peine capitale, à mon avis. Moi, je dis, je ne suis pas spécialement pour la peine de mort, mais dans ce cas-là, c'est impardonnable. J'aurais voulu le rencontrer, moi, ce type-là, le Patrick Henry. Hein. Je crois que je lui aurais sauté à la gorge pour essayer de l'étrangler aussi, moi. Jamais un meurtrier n'avait été aussi haï en France. C'est devenu, Patrick Henry, un nom qui fait froid dans le dos, c'est devenu une référence d'un homme qu'il faut abattre absolument. C'est une époque révolue, mais c'est une époque où on coupait encore les gens en deux. Le propre père de Patrick Henry réclame la peine de mort. Et nous, personnellement, on perd un garçon de 3 ans, mais des gens perdent un petit gosse de 10 ans, qui est beaucoup plus terrible. Et un enfant que vous connaissez? Un enfant que je connaissais, un enfant de mes amis, et ça, c'est terrible, c'est terrible. Moi, j'estime que la condamnation à mort est la juste punition de ce qu'il a fait. Trouver un avocat pour Patrick Henry, ça va être une difficulté. Et il est clair, effectivement, que tous les avocats locaux se défaussent. Ce qui fait que le doyen des avocats, Maître Boquillon, avait dit « Bon, je me dévoue et je vais moi le défendre ». Enfin, on s'est dit « Maître Boquillon, c'est pas lui qui va sauver la tête de Patrick Henry ». Alors les journalistes disent « Il y en a un qui peut peut-être sauver la tête de Patrick Henry, c'est Maître Badinter ». C'était un ennemi acharné de la peine de mort. Donc il a accepté à une condition, c'est que le factuel soit plaidé par Boquillon et que lui plaide contre la peine de mort. Je suis le collaborateur de Robert Badinter. J'ai fondé mon cabinet le 1er janvier 1976 et Robert Badinter me permet, en m'envoyant sa clientèle pénale, de couvrir mes premiers frais de jeune avocat. Le procès a lieu à Troyes et s'ouvre le mardi 18 janvier 1977. 3 jours de procès, 3 jours pour décider de l'avis de Patrick Henry. Ambiance tout à fait tendue. Et lorsque l'on passait au milieu de cette foule, on sentait très bien qu'on n'était pas les personnages les plus aimés de cette assistance judiciaire. Tout le monde en voulait à Robert Badinter d'avoir pris la défense de Patrick Henry. Ah ben, quand on a appris que Badinter il se déplaçait pour le procès, oh ben j'ai dit alors il va s'en tirer. Parce que lui il vient faire le procès de la peine de mort. Et ça a été exactement ça. Étant donné ce crime monstrueux, abominable, qui a bouleversé la France entière, étant donné que Patrick Henry est vraiment le personnage le plus haï de toute la population, comment Badinter va réussir à lui sauver la tête ? Deux témoins ont été très différemment exceptionnels à l'occasion de ce procès. Le premier, ça a été l'aumônier des prisons, qui a expliqué aux jurés ce que c'était que passage à la guillotine. Et puis l'autre passage, ça a été l'audition de la mère et de la sœur de Patrick Henry, qui expliquait qui il était, qui jetait enfin un peu de, si vous voulez, d'humanité sur la personnalité de Patrick Henry. Et donc il y a ce procès, il y a ces plaidoiries. Il y a la fameuse plaidoirie de Badinter qui est extraordinaire, qu'on écoute tous avec admiration. Il a décidé de mettre les jurés au pied même de la guillotine. Et il regarde Patrick Henry en disant « C'est cet homme-là, vous voyez, cet homme-là, c'est lui que vous allez couper en deux. Au nom du peuple français, vous allez tuer un individu. » Enfin, tout le monde regardait Patrick Henry. Il faisait très petit garçon, Patrick Henry. On n'imagine jamais que ce visage d'adolescent, pratiquement, que l'on voit, est le visage d'un monstre, en quelque sorte. On n'avait que les yeux fixés sur les jurés. Je regardais les jurés, je regardais l'impression que leur faisait la plaidoirie de Robert Badinter. Et je les ai sentis à 2 moments totalement tétanisés. La première fois, quand il a évoqué l'exécution à laquelle il avait assisté, en la terminant en disant cette phrase extraordinaire, « Ce matin-là, on avait tous des gueules d'assassins ». Et puis c'est surtout l'emport de la fin, où face aux jurés, où il ne les quittait plus des yeux,
où il les a regardés et où il leur a dit « Vous savez, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas trop quand, mais la peine de mort, elle sera abolie. » Ce jour-là, vous expliquerez à l'un de vos enfants que vous avez en tout cas été un des derniers à condamner à mort. Et à ce moment-là, vous verrez leur regard. Et ça s'est terminé comme ça. Les jurés se sont retirés. Il leur faudra 1h30 avant de revenir. Et tout le monde s'attend à ce que la peine de mort soit prononcée. Patrick Henry lui-même était persuadé d'aller à l'échafaud. Il avait même fait un cauchemar quand il se voyait monter des escaliers en colimaçon. Il arrive en haut, il y avait la guillotine et il voyait sa tête rouler en bas. Je me promène dans les couloirs du palais, où règne quand même un grand silence, et je m'aperçois d'un seul coup que le palais est investi par des CRS. Je reviens immédiatement vers Robert Badinter et je lui dis « Monsieur, qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier ?» Je pense que lui avait compris à ce moment-là qu'il se passait quelque chose de très important. Et dans les 5 minutes qui ont suivi, on nous a prévenu que la cour rentrait pour prononcer son verdict. Et lorsque les jurés reviennent, après 1h30... Ils regardent Patrick Henry. La majorité d'entre eux, y compris même, je crois, le président, regardent Patrick Henry et c'est quelque chose qui commence à signifier quelque chose pour nous. Et le président va prendre un temps très long à relire les questions auxquelles le jury a répondu, etc., jusqu'à faire traîner la dernière, qui était « Existe-t-il une circonstance atténuante en faveur de Patrick Henry ?» Donc le président Sagol va marquer un petit temps d'arrêt. Tout le monde s'attend à ce qu'il prononce le non. Et il va dire oui. Et là, c'est la stupeur dans le palais de justice. Là, on a compris qu'il se passait quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Patrick Henry venait de sauver sa tête. C'est-à-dire qu'au lieu d'être condamné à mort, il est condamné à la prison à perpétuité. Immédiatement, brouhaha énorme dans la salle. Et à ce moment-là, c'est un déchaînement de violence, de cris, de hurlements. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit guillotiné, parce que j'estimais que dans son cas, il n'y avait pas... C'était pas la peine de garder un individu comme ça. Ça coûte à la société pour rien. Toute la population de Troyes est là en hurlant à mort. Enfin, ils sont tous se révolter du fait que cet individu ait sauvé sa tête et ne soit pas condamné à mort. Il y a un échange entre le président et l'accusé. C'est que le président lui explique qu'il vient de sauver sa tête. Il lui explique la décision exceptionnelle de ce jury et Patrick Henry lui répond « Vous ne le regretterez pas ». Voilà. Le reste, c'est une autre histoire. Parce que il a laissé à tout le monde le soin de regretter. Il sauve sa tête, mais bien évidemment, derrière, il y a la condamnation à vie. C'est une autre vie. En prison, il étudie et il passe son BEPC, après il passe son bac, après une IUT de gestion, une licence de mathématiques, enfin bon, il accumule. En prison, Patrick Henry va travailler dans une petite imprimerie. Patrick Henry a fait beaucoup d'efforts toute sa vie en détention pour justement s'affranchir de cette étiquette de Patrick Henry, le meurtrier d'enfants. C'est quelqu'un qui est effondré. C'est dans cette période-là qu'il écrit ça. Lors de mon procès, je pensais aux parents de l'enfant et à leur effroyable douleur. Tout en sachant qu'ils ne pouvaient me l'accorder, j'aurais voulu implorer leur pardon, expliquer que je ne comprenais pas comment moi-même j'ai pu en arriver là, comment j'ai pu chasser de mon esprit tout sentiment humain. Ce sont ces mots
ne sont pas les miens. Patrick était quelqu'un de maladivement pudique. Hein. Il se libérait plus par l'écriture. Au bout de 25 ans, il va être libéré. Donc en 2001, il sort de prison. Donc je retourne avec le caméraman avec qui j'avais interviewé à l'époque Patrick Henry. On retourne à Caen. On n'a pas le droit de l'interviewer à ce moment-là, il est encore en prison, mais enfin on le voit dans la cour de la prison, il a terriblement changé. C'est plus du tout le visage poupin du Patrick Henry de l'époque. Et on interviewe le directeur de la prison qui nous dit qu'un imprimeur de la région a accepté de l'employer, ce qui lui permet effectivement de pouvoir sortir de prison. Il avait commencé à écrire un livre en prison, il le finalise à l'extérieur. Alors qu'on pensait qu'il allait chercher à se faire oublier, quoi. Au contraire, c'est lui qui cherche à prendre contact avec les journalistes, avec les éditeurs, pour vendre ses mémoires, en quelque sorte. Vous imaginez aussi les parents de Philippe à l'époque, en 2001, déjà voir le meurtrier de leur fils sortir de prison, au bout de 25 ans. Ils ont du mal à l'accepter. Mais en plus, le voir se pavaner dans les médias, faire la une de Paris Match. Je me souviens de la colère qui a été la mienne lorsque je l'ai aperçu sur une double page de Paris Match. Il n'a pas changé. Il est toujours là, avec cette soif d'argent qui fait qu'on s'est tous trompés, en fait. Et puis à ce moment-là, on s'aperçoit que le Patrick Henry, qui disait à l'époque « vous ne le regretterez pas », finalement, n'a pas changé. C'est une histoire, elle a marqué la France, celle de Patrick Henry. Sa libération conditionnelle, il y a 1 an et demi, avait ravivé les passions. Eh bien, Patrick Henry a manqué sa réinsertion. Il a donc été arrêté ce matin, près de Valence, en Espagne. Il est arrêté avec 30 000 € de drogue dans sa voiture, à la frontière espagnole. Donc, retour prison. C'est clairement une rédemption complètement ratée de la part de Patrick Henry. Il aurait pu avoir une seconde vie bien tranquille et montrer aux parents qu'il regrette son geste, mais il a fait tout le contraire. Et ce qui est abominable, c'est qu'il est donc retourné en prison et qu'il est pratiquement mort en prison, puisque après il a eu un cancer et que quand il est sorti, c'était pour mourir. Cette affaire m'a marqué comme avocat parce qu'elle a été le début d'un processus qui aboutit à l'abolition de la peine de mort. C'était le début de quelque chose d'irréversible. On arrive à une fin de décennie et à un début d'une autre, et qui va amener l'abolition de la peine de mort 4 ans plus tard, avec Badinter comme garde des Sceaux sous Mitterrand, en 81. Il m'arrive souvent de penser à Philippe Bertrand. Quelquefois, je vois mon fils, qui a aujourd'hui 50 ans à peu près, et je me dis, tiens, Philippe Bertrand aurait 50 ans, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait dans la vie, etc. Il aurait simplement pu avoir une belle vie, une jolie vie, avec des enfants, des petits-enfants, comme moi. Je veux dire, lorsque je pense au petit Bertrand, je pense d'abord à ça. Il n'est pas là. 40 ans plus tard, j'aurais jamais imaginé que l'on parle encore de cette affaire. Une chose est bien, c'est que son assassin soit plus là aujourd'hui, quoi. Voilà. Est-ce que ça va permettre de fermer la boucle une bonne fois pour toutes? Je pense.
Pour ma part, je sais qu'il y aura toujours une petite pensée pour Philippe, parce que voilà quoi, j'aurais été sûrement la dernière personne à l'avoir vu vivant.